RTVH, la chaîne qui fait la propagande du nom de Jésus-Christ. Nous sommes déjà là sur le plateau pour analyser l'actualité avec ceux qui le font. Sur ce plateau, je suis déjà avec Monsieur Georges Milumbu, lui qui est docteur en économie d'éducation et expert en éducation, directeur des établissements NL enseignants à l'Université pédagogique nationale. Monsieur Georges Milumbu, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. De l'autre côté, je suis avec Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, un patriote, cadre de la Mouka. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, soyez le bienvenu. Merci, monsieur le journaliste, encore une fois pour l'invitation à venir. Voilà, sur ce plateau, on va directement aussi avoir Monsieur Michel Kitoko qui va nous rejoindre et Alain Boulonjoa, le coordonnateur de notre nouvelle classe politique de l'opposition. Comprenez les embouteillages, mais nous commençons parce que le pays a besoin de vos analyses. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, le premier sujet, tous à Rome. Pourquoi Faïlou à Rome, Félix Tshisekedi à Rome, presque toutes les institutions se sont présentées à Rome. Pour quel intérêt? Merci, monsieur le journaliste. La première chose, comme chrétien catholique, permettez-moi de féliciter du fond de mon cœur son éminence Fridolin Mbongo, cardinal créé avec les autres aujourd'hui. Ça a été un événement important. Et je crois que ça témoigne de la nouvelle ère dans notre pays, la bénédiction, et pour que les choses puissent aller de l'avant. Vous me posez la question de savoir tous à Rome. Non, pas tous à Rome. Une partie des Congolais est allée à Rome, et parmi lesquels, à la tête du président de la République, il y a Madame Janine Mabunda de l'Assemblée nationale, il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Martin Fayoulou, Adolphe Mouzitou, Moïse Katumbi, Vital Kamere, ainsi de suite. Moi, je crois que ça ne doit pas nous surprendre. S'il y a des choses qui peuvent nous réunir tous ensemble, sont les choses de ce genre. En Afrique, nous avons une cinquantaine de pays, mais tous les pays africains n'ont pas de cardinaux. Mais nous, c'est le 4e cardinal. Nous avons connu Malula, Etsou, Monsengo et enfin Ambongo. Mais ce qui est important à souligner, c'est que le 3e est encore en vie. Il passe le relais au 4e. Son éminence, le grand cardinal Monsengo Passigna. Tout ça, mais ça se justifie, c'est pour montrer au nouveau cardinal que le Congo dans son ensemble est derrière lui. Et qu'il y a espérance et espoir qu'à travers sa création comme cardinal, les bonnes choses vont se passer dans notre pays. Et comme chrétien catholique, je l'ai suivi moi-même ce matin sur RFI, il était invité. C'est pour encore une fois accompagner le peuple dans son combat pour se libérer de la misère, mais avec une dose supplémentaire. Parce que, si je peux reprendre l'expression de commun des mortels sur le plan religieux ici chez nous, il a maintenant une onction de plus pour qu'il puisse conduire le peuple congolais, merci. Le peuple chrétien, voilà, vers des lendemains meilleurs. Merci, monsieur Jean-Baptiste Bomanza. Je rappelle que vous êtes cadre de la Mouka. De l'autre côté, je suis avec monsieur Georges Milumbu. Monsieur Georges Milumbu, la même question. Tous à Rome, l'opposition à Rome, Jean-Pierre Bemba, Martin Fayoulou, Mouzitou et Moïse Katumbi, tous à Rome, les chefs de l'État, pour quel intérêt? Oui, c'est là que pour ceux qui ont fait les déplacements avec les moyens de l'État, c'est la question qu'on se poserait
quelle est la valeur de l'argent dépensé par rapport aux priorités du Congo. Nous sommes très fiers et honorés par l'élévation ou la création du cardinal. C'est une bonne nouvelle. Mais ce que je sais, cet engouement cache quelque chose. Ça cache quoi? L'Église catholique, c'est un partenaire de taille au Congo. Celui qui est en conflit avec l'Église catholique ne se sent pas à l'aise, qui qu'il soit. Donc la classe politique a les intérêts. La classe politique fait ces mouvements pour essayer d'envisager, disons, l'éventuel partenariat en cas d'échec. Parce que avec les priorités du Congo, les budgets qu'on a, je ne pense pas qu'il y ait un avenir très clair. Et le plus grand résistant au nom de la population, c'est l'Église catholique, vu sa notoriété et son opinion. Ce n'est que normal qu'ils essaient un peu d'aménager déjà les chemins en cas de résistance, en cas d'opposition de certaines décisions qui peuvent venir. Je pense que c'est dans ce sens-là que tous, mais les institutions, s'il faut que toutes les institutions aillent, moi je me dis toujours quelle est la valeur de l'argent, quelle est l'opportunité de ces coups-là. Est-ce qu'il fallait que tout le monde aille? Janine Mabunda a représenté l'Assemblée nationale, Sami Badibanga, le Sénat, les directeurs de cabinet du chef de l'État, on est en train de voir ça là-bas dans les images, tous ils sont là. Oui. Donc on se pose la question. Je dis toujours. M. Jean-Baptiste Boumanza a dit, oui, c'est juste pour montrer à notre nouveau cardinal que le pays est avec lui. Mais vous voyez. Sociologiquement, on peut adhérer à son point de vue. Mais lorsqu'il faut être sérieux, nous sommes dans un pays qui a les taux de per diem les plus élevés au monde. Donc parmi les pays qui ont des taux de per diem les plus élevés, le Congo y figure. Et en déplaçant les institutions comme ça, c'est-à-dire que c'est beaucoup de moyens de l'État qui coulent. C'est ce qui fait qu'on exécute notre budget à 15 milliards pendant qu'on les vote à 4 milliards. Les plus grandes dépenses, c'est dans des lignes comme ça, disons des missions pareilles. Parce que les gens de l'État coûtent très cher lorsqu'ils se déplacent. Le président de l'Assemblée, il coûte très cher. Vous voyez, et toutes les institutions là, ça coûte très cher au pays. Est-ce que c'est ce qui devait être une priorité pendant qu'il y a la gratuité qui tâtonne, pendant qu'il y a beaucoup de questions de social? Je suis très fier qu'il soit payé, mais est-ce qu'il y a la valeur de l'argent par rapport à l'objectif, par rapport à cette dépense? Quelle est l'opportunité de tous ces coûts-là? Ça, c'est ma question qui me préoccupe. Merci, M. Georges Milumbu. Déjà, j'avais annoncé que M. Alain Bolodjoa va nous rejoindre sur ces plateaux. Il est déjà là avec nous. Il est le coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. M. Alain Bolodjoa, tous à Rome. Pour quel objectif? M. Boumanza a dit, c'est pour montrer à notre nouveau cardinal que le pays est avec lui. Georges Milumbu dit à son tour que les catholiques, c'est un partenaire important parce que si aujourd'hui ces politiciens échouent, ils vont chercher de s'appuyer du côté de l'église catholique. Votre analyse par rapport à cela? Bon, désolé pour le retard. Je salue la présence de mon aîné Boumanza ainsi que celle de mon frère. Ce qui est vrai, nous ne pouvons pas faire de tout ce qui s'est fait dans le pays un sujet de débat. Nous avons eu l'opportunité ou sinon l'avantage de connaître une fois de plus un cardinal qui soit congolais. Et quoi de plus normal que la création de ces cardinals soit accompagnée par le gouvernement et surtout par l'État congolais dans son ensemble, d'autant plus que c'est notre image qui est vendue. Il faut reconnaître que l'Église catholique n'est pas un partenaire que l'on peut négliger et surtout que dans notre diplomatie, elle peut aussi jouer un rôle important, surtout en ce qui concerne l'organisation. L'organisation, c'est-à-dire, nous parlons ici de l'Église catholique au niveau international, mais aussi même au niveau des autres institutions internationales. Naturellement, on peut l'accompagner. Et notre problème doit effectivement résider sur le coût de ces voyages, effectivement, parce que nous ne pouvons pas aussi nous en passer de cet élément, de cet aspect important. Il aurait fallu qu'on envoyât au moins 2-3 personnes pour le gouvernement et les autres pouvaient s'organiser à leur manière. Il ne suffit pas seulement d'envoyer 3, 4, 5 ministres avec
leurs dépendants pour que l'on sache que nous avons été représentés. J'ai vu M. Félix Tshisekedi avec la première dame qui était là, d'après les images que nous avons. J'ai vu son directeur de cabinet, j'ai vu le ministre de la Jeunesse, j'ai vu d'autres ministres, et je me dis, apparemment ils étaient partis pour autre chose, mais ils ont profité de cette activité pour se présenter. Parce que je ne vois pas pourquoi tous ces gens devaient être là. Il suffisait seulement d'avoir M. Félix Tshisekedi, c'est tout. Sauf peut-être s'ils avaient... Et je me dis, il y a quand même une coïncidence, parce que M. Kamere a eu à défendre sa thèse pendant la même période. Peut-être qu'ils étaient partis pour ça et ils ont profité pour... Mais si c'est sur la charge du Trésor, eh ben, il y a un problème de choix. On ne pouvait pas dépenser autant d'argent dès lors que le pays a beaucoup de problèmes sur le plan financier. Merci. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, changeons le sujet parce que nous devons parler de l'actualité aussi, c'est les nouveaux budgets. Une proposition du nouveau budget on est en train d'estimer à 7 milliards. Pensez-vous que ces budgets peut répondre aux attentes de la population ou aux besoins de la population congolaise? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je vais répondre de façon relative dans la mesure où, pas plus tard qu'hier, j'ai ouï dire que le gouvernement a fait marche arrière. Ça dit qu'il compte revoir les budgets à la hausse. J'ai appris ça. Et objectivement parlant, le Congo, au jour d'aujourd'hui, ne peut pas avoir un budget élevé à 7 milliards de dollars par rapport aux besoins, par rapport aux objectifs. Et comme le gouvernement a levé l'option de revoir les budgets, le projet de budget à la hausse, nous attendons voir les vrais chiffres qui sera déposé dans ce projet au niveau de l'Assemblée nationale. Si nous tenons compte de la gratuité de l'enseignement de base, qui doit prendre 2 milliards 7, 8 ou 3 milliards, donc 7 milliards, c'est rien du tout. Et en rapport avec ce budget, nous voulons que le gouvernement, à travers le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, qui est lui-même un économiste, professeur en cette matière-là, qu'il nous aide à maximiser les recettes. Parce que nous avons des témoins vivants qui connaissent comment s'est passé le coulage des recettes. Nous avons notre compatriote, Lozolo Bambilesa. Quand on l'interroge, vous avez dit que chaque année le Congo perdait 15 milliards de dollars. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes, quelques indications pour que nous puissions avoir un budget conséquent qui puisse nous permettre de démarrer et marquer la différence par rapport au régime passé? Donc je crois que comme ils ont dit qu'ils vont revoir le budget à la hausse, nous leur accordons encore le bénéfice du doute, sous réserve du projet qui sera déposé à l'Assemblée nationale. Nous saurons les vrais chiffres qu'ils vont présenter afin que nous puissions faire des analyses objectives pouvant permettre de voir les 15 piliers du programme du gouvernement déclinés par le Premier ministre à l'Assemblée nationale par rapport au budget, s'il y aura adéquation ou pas. Donc, nous leur accordons encore le bénéfice du doute. Voilà, merci. Monsieur Georges Mulumbu, je rappelle que vous êtes expert en éducation, vous êtes enseignant à l'UPEN. Le budget, une proposition de 7 milliards, pensez-vous, avec le besoin de la nation, l'urgence est dans tous les secteurs, est-ce que ces pays, avec les richesses que nous avons, pouvons-nous avoir ces budgets-là? Oui, ce qui est étonnant, c'est que le Premier ministre a commencé avec une certaine inconstance. Il fallait qu'on puisse, disons, remettre en question son programme pour qu'il revienne, pour être un peu clair. Il faut que les gens pensent que le budget n'est pas réaliste, qu'ils puissent se rebiffer. Ça ne rassure pas l'avenir, cette façon de gérer.
Et surtout que c'est un professeur d'université, moi je souhaiterais qu'on donne le modèle aux jeunes qui pensent que lorsqu'un professeur dirige, c'est du sérieux. Ça ne rassure pas. Dans un pays où le président de la République, dans sa promesse de campagne, il a parlé de 86 milliards. Et si nous commençons par 7 milliards ou 10 milliards déjà qui circulent, c'est pour dire quoi? Et nous avons déjà la gratuité qui ne peut pas fonctionner, disons qu'il ne fonctionne pas. C'est pourquoi nous disons, au lieu qu'il propose un gouvernement, et disons un budget aussi bas que ça, nous disons, au lieu seulement de les critiquer, nous lui disons, au lieu de signer les codes de bonne conduite, qui n'est qu'un acte normal, mais ici ils ont fait toute une cérémonie qui a pris toute une journée. Mon cher, la notion du temps n'y est pas dans ce pays. Il fallait qu'il signe avec ces 65 ministres-là un contrat de performance. Les ministres des titres fonciers, nous, ici à Kinshasa, nous payons les contrats d'intérêt entre $300 et $1000. Au trésor public, il n'entre que $50. J'ai des éléments, moi, je peux te montrer dans mon téléphone. Il fallait que ces ministres montrent en quoi il va récupérer ces fonds-là pour que ça soit canalisé dans les trésors publics. Vous comprenez ce qu'il fallait faire signer les gens au lieu de faire signer, disons, les codes de bonne conduite. Ça fait partie des contrats, ça ne peut pas faire l'objet, disons, d'une cérémonie. Et il y a plusieurs opportunités. Le ministère de l'urbanisme et habitat, il y a des lois qui souffrent. Nous avons des locataires ici. Ils ne payent rien à l'État. Des milliards passent comme ça. La police, les infractions que nous commettons en cours de route, l'argent là va où? Nulle part. Pas de traçabilité. Vous voulez encore surcharger la population du moment que la population a besoin de résultats? Ça, c'est pas surchargé. Félix ne prendra pas l'argent de sa poche pour développer le pays. Tout celui qui aime les changements, il sait que ces changements-là, la gouvernance a des conséquences. C'est faire remplir ses devoirs pour attendre ses droits. Tout Congolais, c'est ça. Et il ne faut pas que le Premier ministre nous amène avec une gestion de tâtonnement. Moi, je lui conseille de signer un contrat de performance avec ces ministres-là. Il ne faut pas qu'il... Imaginez un budget de 7 milliards. Ces gens-là, ils vont commencer à toucher des $10 000, et ils vont acheter des maisons, et ça sera tout. Et la gratuité. On veut sacrifier un pays dans les mandats de Félix. Dans 25 ans, on aura des diplômés mercenaires qui ne sauront ni lire ni écrire. Ça veut dire quoi? Mais le chef de l'État montre quand même la bonne volonté. Vous êtes expert en éducation. La volonté, c'est aussi voir l'environnement macroéconomique avec un Premier ministre qui a une vision, qui a une compréhension des choses, à la vision du chef de l'État. Un budget de 7 milliards avec la gratuité qui prend cet argent que les soi-disant experts ont présenté. C'est déjà rien. Son budget, son gouvernement là, va consommer déjà plus de 2 milliards. Et les peuples, les fonctionnaires, les policiers, les militaires vont toucher quoi? Il faut que ce Premier ministre se fasse bien entendu. Donc, cette proposition de budget ne répond pas aux attentes de la population. Si ça n'a rien à voir. Donc, ça ne répondra à aucune question du social des Congolais. Ça ne répondra pas non plus à la vision de voilà. la République. Monsieur Alain Bolodjoa, je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la nouvelle classe politique de l'opposition. Sylvestre Ilunga, entendre Georges Mulumbu, il n'est pas à la hauteur de sa tâche parce qu'il propose d'abord un budget et puis il revient lui-même pour dire que ça peut aller à 10 milliards, l'inconstance, l'amateurisme ou les réalismes. En fait, ce qui est vrai, c'est que tous ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas surpris parce que je l'avais déjà dénoncé. Le problème n'est pas en termes de M. Ilunga, mais plutôt en termes de la coalition. Vous avez les gens qui nous ont présenté il n'y a pas longtemps un budget de 4 milliards, à peine 4 milliards. Aujourd'hui, en coalition, c'est-à-dire on prend les intelligences du FCC, les intelligences de l'UDPS, les intelligences du NC, ils nous ont présenté effectivement un budget de 7 milliards, un budget maudit de 7 milliards. Ce qui est vrai, nous devons aussi être réalistes dans une certaine mesure. Il ne suffit pas de prendre le besoin de la République pour proposer un budget. Le budget résulte de notre capacité à mobiliser les moyens. Il faut rappeler ici que le budget n'est qu'une prévision.
on peut nous présenter un budget de 15 milliards, mais le taux d'exécution à 30%. C'est faisable. Il ne suffit pas seulement de présenter les montants. Ils nous ont dit qu'ils sont dans l'incapacité d'avoir plus de 7 milliards. C'est ce qu'ils nous ont dit. Constatons tout simplement qu'ils sont incapables de nous présenter un budget de 10 milliards. On ne peut pas en faire un débat. Ça, c'est un aveu d'échec, un aveu d'impuissance. Parce que si on voit, on regarde très bien le tableau économique de notre pays, en commençant d'abord par notre PIB, avec une pression fiscale de 10%, on peut avoir un budget avoisinant 4 milliards 600 000. Avec une pression fiscale de 15%, on peut aller à 6 milliards et quelque chose. Or, dans le budget, il y a aussi les ressources extérieures. C'est-à-dire la capacité de mobiliser le moyen venant des autres États, des autres économies. Et si on nous présente aujourd'hui un budget de 7 milliards, c'est-à-dire leur intelligence se limite à 7 milliards. Mais si on va maintenant comparer leur capacité mobilisatrice aux besoins réels de l'économie, il n'y a pas photo. Commençons d'abord en termes d'infrastructure. Nous avons 152 000 km de route. 152 000 km de route. Toutes choses restant égales par ailleurs, avec 1 million de dollars pour un kilomètre, ça nous fait 152 milliards de dollars. Juste pour le route. On ne peut pas comparer le besoin par rapport à notre... Non, il fallait plutôt les évaluer par rapport à leur capacité mobilisatrice. Quelles que soient leurs bonnes intentions, lorsqu'on va arriver à la fin de l'exercice 2020, on va se rendre compte qu'ils ne vont pas atteindre 7 milliards au regard de ce qu'ils font. Parce que c'est qui est vrai. Si la gestion n'est pas rationnelle, si les gens qui sont appelés à mobiliser l'argent n'ont pas la vision de servir la République, il est difficile d'atteindre l'objectif. Déjà en 2019, qui est le premier budget de M. Félix Tshisekedi, je rappelle, d'autant plus qu'il n'y a pas eu une loi rectificative du budget, ce qui sous-entend, il a endossé, il a accepté le budget Tchiba. Quel est le taux d'exécution? Parce que tout ce que nous avons vu pendant ces 9 mois, c'est justement le programme des 100 jours. Or, le programme des 100 jours avait prévu 304 milliards et 304 millions. Si on ajoute la rémunération des agents, ça peut faire ce que ça peut faire, mais on n'a pas atteint 4 milliards. On n'a pas atteint 4 milliards. Alors, déjà en 2019, ils n'ont pas pu mobiliser 5 milliards. Pensez-vous qu'en 2020, ils vont mobiliser 7 milliards alors qu'il n'y a rien d'échangé? Ce qu'il fallait marteler sur, c'était la conscientisation d'abord de la classe politique, la conscientisation de l'administration fiscale, la conscientisation des opérateurs économiques pour que nous espérions avoir un budget au-delà. Merci. Fort malheureusement, dans le budget d'investissement de l'année 2019, on n'a rien senti. En dehors du programme des 100 jours. Les provinces n'ont pas eu de rétrocession. Or, c'est là où on produit les richesses. Je prends le cas ici de la province de l'Équateur. Depuis plusieurs années, aucun budget d'investissement. Otuele, même chose. Kouangou, même chose. Chuapa, même chose. Il y a autant de provinces qui n'ont rien bénéficié pendant toutes ces années de la part de l'État. Naturellement, elles ne vont rien apporter dans le budget. Merci. Monsieur Jean-Baptiste Boumanza, est-ce que c'est possible avec ces gouvernements de coalition? Parce qu'il y a une nouvelle énergie. Nous avons vu le nouveau venu. Pensez-vous s'il peut faire mieux dans 5 ans? Parce que l'avenir du Congo, c'est aujourd'hui, ce n'est pas demain. Oui, monsieur le journaliste, je crois qu'avec un minimum de volonté politique et de sérieux dans la bonne gestion de la République, ils peuvent aller au-delà. Je vais prendre un seul exemple. Au niveau des régies financières, la DGI, d'où est venu l'actuel ministre des Finances, avait largement dépassé les assignations. Les assignations lui faites ont été triplées, pratiquement. Si la DGRAD peut faire autant, si la DGDA peut faire autant, si les autres services mobilisateurs de recettes peuvent faire autant, on peut aller loin. Mon jeune frère Alain Bolodia vous a parlé de, je crois que c'est lui qui a parlé de ce qu'on perçoit dans des routes. Ah, oui. Georges Milumbu. C'est Georges.
Mais sous d'autres cieux, nous constatons quoi? Vous faites une contravention, vous dépassez le carrefour où la contravention a été commise, au carrefour suivant, parce que là, tout est informatisé. On vous envoie la taxe. Et tout ça, c'est au niveau de la banque. Il a parlé encore de l'immobilier. Les taxes que les locataires doivent payer, mais qui ne sont pas payées. Parce qu'il est prévu à chaque paiement des loyers, il y a une quotité qui est réservée à l'État. 20%. Est-ce que cela se fait? Il suffit seulement de voir l'insolence de l'opulence de ceux qui travaillent dans des services générateurs de recettes. C'est déjà un indice. C'est là où va l'argent de la République. C'est ce qui justifie l'écoulage des recettes. Il suffit seulement qu'on mette de l'ordre dans la gestion du pays. Surtout que le pouvoir judiciaire soit un véritable pouvoir qui va inspirer la peur à tout le monde. Les détournés de deniers publics. Vous savez, quand vous prenez le secteur comme le secteur minier, le secteur pétrolier, moi de temps à autre, quand on débat du budget de la République, je vais assister à l'Assemblée nationale. Il y a des produits qui ne marchent pas au budget de l'État. Ils sont nombreux. Qui ne marchent pas au budget de l'État. Ça va où? Nous produisons du pétrole. Est-ce que ça émerge? Nous apprenons à travers les rapports mapping, nous apprenons les milliards sont logés dans des paradis fiscaux. Mais si la justice peut bien faire son travail, la République peut récupérer beaucoup d'argent. Il suffit seulement, et je l'avais dit à la dernière émission, si Félix veut réussir, il doit ordonner l'audit de la République. Parce qu'il doit nous dire combien il a trouvé dans la caisse de l'État. Il ne faut pas que lui endosse ce que les autres ont fait avant lui. Mais il est en coalition. Non, la coalition ne veut pas dire impunité. La coalition veut dire la transparence aussi. On doit auditer la République pour savoir de quelle manière les différents secteurs ont été gérés. Qu'est-ce qui a été trouvé dans la caisse de l'État? Quelles étaient les prévisions? Est-ce que tout cet argent a été récolté? Et si ça a été encaissé, c'est parti où? Tant que l'impunité aura la peau dure dans notre pays, nous ne ferons rien. Et si le président de la République n'ordonne pas l'audit de la République, s'il va fermer les yeux parce qu'il y a coalition, c'est lui qui va endosser toute la responsabilité. Okay. Parce que le peuple ne verra pas les FCC. Et surtout aussi que les FCC ne voudra jamais que Félix réussisse là où ils ont échoué avec politesse. Voilà. Donc, il faut que le président de la République ait les deux pieds sur terre. Merci, Monsieur Jean-Baptiste Moumaza. Merci. De sorte que son mandat soit couvert. Monsieur Georges Milumbu, ici nous parlons en République parce que nous voulons que le Congo gagne et non les individus. Mais le chef de l'État a dit récemment à une émission qu'il ne veut pas fouiner dans le passé. Il a besoin d'aller de l'avant, répondre aux besoins de la population. Mais à la question de ceux qui ont commis des crimes économiques, le chef de l'État ne veut pas aller par là. Pensez-vous que c'est déjà un mauvais départ parce que nous voulons que les budgets augmentent. L'Angola a plus que nous, le Congo-Brazza a plus que nous, du moment que le Congo, nous avons tout. Oui, moi je suis, disons, partisan de la paix. Le problème pour le moment, ce n'est plus Kabila.
Le problème, c'est Félix et nous, Congolais. Je ne pense pas que l'intérêt soit dans l'audit du passé. Qu'est-ce que nous faisons du présent? Vous voyez les propositions que je suis en train de faire au Premier ministre. Au lieu de faire signer des codes de bonne conduite comme Matata l'avait fait, comme tous les autres premiers ministres l'avaient fait. Matata l'avait fait, nous avons quel résultat? Qu'on ne fouille pas si les autres premiers ministres l'avaient fait signer. Je lui demande maintenant de faire signer les contrats de performance aux ministres pour qu'ils augmentent le budget à 20 milliards à 30 milliards. Est-ce que si nous avons un budget de 30 milliards, est-ce que Félix aura besoin d'attendre les passés de... Comment arriver à ce budget-là? Parce que... Comme par exemple la DGDA a triplé les recettes. DGI, est-ce que ces agents-là ont besoin d'attendre de Kabila? Kabila, c'est une opportunité pour améliorer les choses. Fouiller dans le passé, ça ne nous fera pas avancer. Le Congo, c'est un pays d'opportunités. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunistes dans la gestion. Vous voyez lorsque je vous dis, par exemple, quelqu'un qui ne connaît rien de l'hydrocarbure, on le nomme ministre et vice-premier ministre. Qu'est-ce qu'il ira faire? Il va d'abord apprendre. Et cela... Il y a tout un cabinet d'experts. Ça n'incite pas les jeunes Congolais à bien étudier, à avoir le goût de l'effort. Parce que au Congo, c'est chance disons chance et le copam. Tu n'as rien étudié, tu ne maîtrises rien, tu deviens tout ce que tu peux devenir. Vous avez besoin de spécialistes et de généralistes. Il y a des secteurs où il faut des gens experts qui inspirent aussi modèles aux autres. Donc, les problèmes pour le moment, ce n'est plus Kabila. Lorsque les autres moutons ne se terminent pas avec les embouteillages, qui cite Kabila? On n'a pas besoin du passé, on a besoin de... C'est pourquoi je dis toujours une autre RDC est possible. Pour le moment, le problème n'est plus Kabila. Le problème, c'est notre incapacité actuelle à bouger les lignes. C'est ça le problème. Lorsque nous avons un budget de 7 milliards ou de 10 milliards, et pendant que l'argent est là, ça traîne, nous vendons des maisons ici. On ne paye pas les taxes pour cher. Et des maisons qui coûtent très cher. Ça, je sais. On ne paye rien. C'est la corruption, la concussion, les détournements. Il suffit seulement qu'il y ait des gens intelligents qui maîtrisent bien les choses, qui entourent le président de la République pour instiller une nouvelle vision. Les gens attendent les changements. Et apparemment, le président de la République avec son gouvernement ne fait pas sentir l'esprit de changement disons dans les gens. Si vous allez même aux finances, là, les systèmes de travaux intensifs, combien de millions disparaissent? Lorsque nous avons un budget de 4 milliards dépensés à 15 milliards, ce n'est pas parce qu'ils construisent des routes et où il faut quoi? Les travaux intensifs, des missions inutiles. Le problème au Congo, c'est la rationalisation dans la gestion des ressources. Nous pouvons bien faire les choses. On fait des voyages pour aller en France, que la France finance 300 millions pour 5 ans. Et dans ces 300 millions, 70% vont être consommés dans les loyers, les voyages et les consultants français ici. Est-ce que le Congo a besoin de 300 millions pour 5 ans? Pendant que seulement, avec ce que je dis, rationaliser seulement les titres fonciers ici au pays, on va sortir des milliards. L'urbanisme et habitat, on va sortir des milliards. Et c'est plein comme ça. La Monisco. Nous avons un nouveau, plus Mobilou qui est là. La Monisco qui a fait plus de 20 ans ici. La Monisco en soi ne peut pas payer des taxes. Mais nous, les entreprises qui fournissons, nous ne payons rien, nous nous cachons derrière. Je rappelle que vous êtes le directeur des établissements NN. 500 millions de dollars qui passent comme ça. Est-ce que ça, il faut que la Belgique vienne? Ou il faut que Kabila revienne? Il faut des Congolais qui comprennent ces choses et aider le chef de l'État à faire entrer cet argent dans l'assiette. On aura plus. C'est une honte si le Congo est un grand. Lorsque nous sortons, nous, à l'étranger, on parle du Congo. Nous disons, est-ce que c'est ça que nous sommes? Mais vous venez au pays, vous trouvez des réalités comme celle-là, et c'est le clientélisme, c'est le tribalisme dans tout. Et ça ne fait pas avancer les choses. Donc, laissons Kabila tranquille là où il est. Vous voyez, Lumumba a fait ce qu'il a fait. C'est pourquoi nous avons eu l'indépendance. Mobutu a fait beaucoup. Kabila le père a fait son travail. Kabila le fils a fait son travail. Maintenant, c'est Félix. Laissons Kabila tranquille. Travaillons maintenant. C'est pourquoi les gens ont colonisation. Mais
Les Belges sont déjà partis. C'est toi et moi qui maintenant nous devons faire des choses. Nous ne faisons rien. Nous ne faisons pas de bonnes études. Nous sommes comme ça volatiles dans tout. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Merci, M. Georges Milumbu. Kabila tranquille. Laissons Kabila. Félix à réussir. Voilà. S'il va échouer, c'est lui-même avec son leadership. Voilà, si je vous comprends bien, le problème ce n'est pas Kabila, le problème maintenant c'est Félix, il faut aller de l'avant. Monsieur Alain Boulondjoa, le chef de l'État quand même fait des tournées, on a vu quand même les résultats. On a appuyé le Congo avec 1 million de dollars par les bailleurs de fonds. Ces tournées payent quand même. Bon, là ce sont des promesses. On ne peut pas se contenter des promesses. Nous attendrons que l'argent... Mais c'est crédible quand même qu'il y aura 1 million. Que l'argent entre en banque. Ça va s'ajouter à notre budget. Nous attendons que l'argent entre en banque parce que Kabila a eu aussi des promesses qui n'ont jamais été réalisées. En 2006, je cite cette année. Mais ce qui est vrai, c'est quand même grave, c'est que mon frère... Monsieur Georges Milumbu. Oui, c'est quand même grave. On ne peut pas bâtir une maison sur des fondations qui ont des fissures. Il faut qu'il y ait l'état de droit pour que l'État arrive effectivement à se confirmer. Mais si on nous dit, non, voilà, Kabila est parti, et laissons passer... Au nom de la réconciliation, regardons l'avenir. Il n'y a de réconciliation que dans la justice. Ce sont des principes sacro-saints que tout le monde est supposé connaître. Prenons les cas. Il y a eu des concessions minières qui ont été cédées aux familles. On laisse passer. Il y a eu des entreprises qui ont été charcutées au nom de cette... on laisse passer. Il y a eu des maisons de l'État qui ont été vendues, pour ne pas dire bradées. On laisse passer. Il y a eu des détournements de fonds, on laisse passer, on recommence le pays. Le pays n'a pas commencé aujourd'hui. Le pays n'a pas commencé aujourd'hui. M. Félix Tshisekedi ne réussira pas de lors qu'il va considérer que les autres là doivent être... Là, vous devenez un prophète de malheur, mais ça ne non, rien à voir, rien à voir. Comment voulez-vous qu'il nous amène dans un état de droit comme si l'État commence aujourd'hui? Il faut que l'on fasse retour sur le passé pour que nous sachions qui a fait quoi, qui est responsable de quoi, et puis on continue. Parce que si on doit dire non, voilà, tous ceux qui ont eu à voler l'argent de l'État, eh bien, on laisse passer. Tous ceux qui ont eu à vendre les terrains, les concessions minières, on laisse passer. Les pardons nationaux, projetons-nous vers l'avenir. Non, il n'y a pas d'avenir sans le passé, il n'y a pas d'avenir sans le présent. Comment voulez-vous que l'on bâtisse une nation sur base d'un mensonge? C'est-à-dire, on va dire que non, voilà, tous ceux qui ont eu à détourner, on laisse tomber parce que nous voulons avoir une coalition. Non, il faut faire le choix. Soit on sert la République, ou soit on sert ses partenaires. Il n'y a pas d'autre choix. Il faut que l'on arrive à sanctionner les gens qui se sont enrichis de manière insolente. Et c'est comme ça qu'on va commencer à avoir l'argent. Monsieur Félix, c'est que si réellement il veut servir la République, il faut qu'il y ait des gens qui soient en prison pour avoir détourné. Parce que comment voulez-vous, le nouveau ministre qui entre, qui savent que non, voilà, on peut voler au Congo et on sera amnistié, on sera pardonné. Ils vont continuer à faire la même chose. Nous vivons aujourd'hui, je vous cite les cas, 2 cas. La même option a été levée pour les 15 millions. On cherche à voiler la vérité, mais ce qui est vrai, il y a une conclusion. Il y aura impunité. Parce qu'on ne va pas commencer à sanctionner ceux qui sont là, alors que ceux qui ont fait la même chose dans le passé, ils circulent librement. Il y a un ministre qui vient de détourner les primes des agents du cabinet. Je cite ici Pétentique. Il est là. Parce qu'il y a... Jusque-là, c'est les allégations. Il n'y a pas de preuve. Vous dites qu'il a détourné. Il a détourné. Attendez, je m'assume. Ok. Il a détourné, d'autant plus qu'il a pris l'argent qui était destiné au cabinet sortant. Il a payé ses agents qui viennent à peine d'entrer et qui n'ont pas travaillé. Alors que la prime concernait le mois de juillet. Sur base de quoi? Ils ont été payés. Nous voulons qu'il n'y ait plus l'impunité. Il faut qu'il y ait la justice. Alors si on doit laisser passer tout ce qui s'est passé justement au nom de la solidarité, eh bien je suis désolé. Merci. Si nous voulons mobiliser le moyen, il faut que l'État revienne dans ses droits. Ok, monsieur. Toutes les concessions... Monsieur Leboloja, vous avez suffisamment parlé. Voilà. Monsieur Jean-Baptiste Bomanza, nous voulons que la caisse de l'État puisse avoir la santé parce que le pays en a besoin. Mais le CLC lance une manifestation le 19. Parmi les motifs, ils veulent voir clair dans l'affaire 15 millions parce que il faut qu'il y ait un état de droit. Un autre motif, l'impuissance de la justice. Ils veulent que la Cour constitutionnelle puisse démissionner. Pensez-vous que c'est le moment de faire des marches?
Oui, monsieur le journaliste, permettez-moi de faire un petit pas rétrospectif et lapidaire pour dire à mon jeune frère Georges Milumbu qui doit revoir sa façon de réfléchir quand il nous demande de laisser Kabila tranquille là où il est. On ne le laissera jamais tranquille. Il est venu avec l'AFDEL qui a mis le Congo à genoux. Il est héritier de l'AFDEL. 18 ans durant, c'est lui qui a géré la République. Mais comment on peut fermer les yeux sur sa gestion et prétendre amener le pays plus loin? Non, Georges. Je vais vous donner un exemple. La France, c'est un pays de vieille démocratie. Vous suivez que Sarkozy a maille à partir avec la justice. Et un peu partout là, quand vous faites une gaffe, la justice s'occupe de vous. Parce que quand il posait ces actes-là, et lui et son groupe, il les faisait en âme et conscience. Mais si vous nous dites abandonner le passé, mais en vertu de quoi Kabila et ses hommes me rappelaient toujours la gestion de Mobutu? Non, Mobutu a fait 32 ans et vous nous dites ça. Pourquoi il se référait aux 32 ans de Mobutu? On ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Je crois que l'audit de la République est plus qu'urgent, de sorte que les pays puissent aller de l'avant. Ça nous aidera. Ça va servir de leçon à ceux qui gèrent les pays aujourd'hui. Non, si nous faisons encore de telles gaffes, demain, nous allons subir le même sort que nos prédécesseurs. Alors, vous m'avez posé la question de celle-ci. Non. Voir clair, à faire 15 milliards, l'impuissance, 15 millions, l'impuissance de la justice. Ils veulent que les animateurs de la Cour constitutionnelle puissent démissionner. Est-ce que c'est le moment de démolir ça? Monsieur le journaliste, ce n'est pas à quelqu'un qui a souffert et qui a sacrifié sa jeunesse pour qu'il y ait démocratie qu'il faut attendre la condamnation de celle-ci. Nous nous sommes battus pour qu'il y ait démocratie. Et dans une démocratie, il faut qu'il y ait suffisamment de garde-fous. Le CNC en question s'est beaucoup battu pour éviter qu'il y ait un troisième mandat. Ça, au moins, vous le savez. C'est le CNC. Nous, les politiques, nous avons appuyé les actions de CNC. Et même si les élections étaient organisées en retard, mais suite aux actions de CNC. Si le CNC va organiser une marche, mais c'est tout à fait démocratique. Si le CNC a des revendications, mais c'est démocratique aussi. C'est pour que ceux qui gèrent aujourd'hui se mettent en tête que non, nous n'avons plus droit à l'erreur. Parce qu'il y a des sentinelles de la République qui sont là, qui surveillent notre gestion. Nous ne pouvons pas gérer de n'importe quelle manière. Il faut que nous fassions un effort pour qu'il y ait une gestion orthodoxe. Je crois que le CLC a tout à fait raison d'organiser la marche parce que ça entre dans le cadre de la démocratie. Voilà, merci. Monsieur Georges Milumbu, nous faisons un dernier tour de la table. Vous allez rebondir si vous voulez. Le CLC tient à marcher, surtout l'affaire 15 millions. Nous voulons que le budget augmente. Est-ce que c'est important à ce moment parce que le chef de l'État dit d'avoir renouvelé la confiance à son directeur de cabinet? Bon, lorsque je dis qu'on laisse disons Kabila tranquille, moi j'ai des arguments, je ne parle pas en l'air. Vous voyez par exemple l'affaire Vignette ici à Kinshasa. Ok. Ils ne réalisaient pas 20% des recettes. Vous voyez, vous connaissez combien de véhicules circulent à Kinshasa? Ils n'ont pas réalisé plus de 20% des recettes. Vous savez pourquoi? Ils ont donné un marché à un homme de Kabila, mais ce marché-là n'existe plus. Mais le monsieur qui a pris le marché, il met les mêmes prix qui découragent. Si vous allez à Bukavu, les gens payent à 100, plus ou moins 90% la vignette, parce que c'est à $20. Jeep et des petites voitures. Mais ici, on met à $120. Les gens ne payent pas, ils sont têtus. Est-ce que là, c'est Kabila encore? Vous voyez pourquoi je dis, laissons Kabila tranquille. Travaillons pour changer les choses, que les recettes entrent, que le budget là de 7 milliards soit à 30 milliards. Comme ça, on paye très bien les fonctionnaires. Hein? On paye très bien, que la gratuité fonctionne pour qu'on ne sacrifie pas l'avenir du pays. C'est pourquoi moi je dis, utilisons les intelligences pour corriger là où Kabila a échoué. Merci. Donc nous pouvons oublier
carrément Kabila si nous avons les résultats. Voilà. Voilà. C'est dans ce sens-là. Mais dire qu'il faut les audits, combien d'audits ont été faits? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, merci. Avec cette justice. Monsieur Lebolodjoa, votre mot de la fin par rapport à ce sujet, nous allons revenir. Quoi faire pour augmenter les budgets et que la population congolaise se retrouve? Bon, en fait, le plus grand problème aujourd'hui, c'est la coalition. C'est la coalition qui est à la base de tout. Nous avons des gens qui veulent cohabiter ensemble et qui veulent faire route ensemble avec le même système de valeurs. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous voyons tout ce qui était dans l'IDPS s'est retrouvé parmi les kabylistes. Ils ont créé leur coalition. Ils veulent s'enrichir avec leurs appétits gloutons pour préparer les élections de 2023. Voilà pourquoi ils ont rationné la capacité mobilisatrice. Ils vous disent, non, voilà, nous avons prévu 7 milliards, et dans les 7 milliards, le taux d'exécution, on ne sait pas comment ils vont arriver à mobiliser les 7 milliards, et à la fin, c'est qu'on va se rendre compte qu'il y aura des gens qui vont s'enrichir. Autant des dépenses, le budget de fonctionnement, ça nous prend déjà 60% en règle générale. Merci. Et on ne sait pas comment ils vont résoudre le problème social de base. Merci, monsieur Lebolodjoa. Merci, monsieur Lebolodjoa. Monsieur Jean-Baptiste, à votre mot de la fin par rapport à ce sujet d'aujourd'hui. Quoi faire pour trouver des solutions et que la population s'y retrouve? Le mot de la fin, c'est que il faut auditer la République. Ça, c'est de un. De deux, il faut que nous ayons un pouvoir judiciaire digne de ce nom qui inspire la peur à tout le monde. Et au sujet du pouvoir judiciaire, il faut que le président exécute la promesse qu'il a donnée quand il lançait le changement, qu'il veut voir le pouvoir judiciaire des juges intègres. Merci, ça n'est fini. Ça n'est fini. Merci.